Cambriolage en 2017, on a tout perdu. Et les week-ends où il y avait 3 Supercross, je pouvais faire 10 000. Un mec comme moi, de marcher, de monter dans les engins, c'est une torture. Aujourd'hui, dans le MX Réflexion Podcast, on reçoit notre ami Olivier Nittard de CrossUp USA. Il a fallu garder notre sérieux, ça n'a pas été facile pendant quasiment 1 heure d'interview. Mais on s'est régalé, on a appris beaucoup de choses avec Olivier, on a parlé sérieusement, on a eu des rigolades, mais vraiment encore des choses intéressantes à apprendre avec Olivier. Olivier, on le sait, c'est un personnage du milieu de la moto qui aide les jeunes à progresser, qui aide les personnes en France à aller voir ce qui se passe aux US, qui œuvre beaucoup pour le milieu de la moto. Olivier, c'est comme tu l'as dit, des anecdotes touchantes, des anecdotes marrantes. Donc on espère que tout le monde va vivre ça en écoutant ce podcast. Olivier Nittard de CrossUp USA, c'est tout de suite. Olivier Nittard, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises avec toi. On a fait beaucoup de live, on a partagé beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages. Tu nous as créé, on peut le dire. Tu as créé des mots. Je crée des mots ensemble. c'est mon métier. Et non, on te doit beaucoup dans notre carrière MX Réflexion et même dans notre petite carrière moto, on va dire, parce que depuis le plus jeune âge, on a participé à des stages, évidemment, qu'on connaît CrossUp. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça, de comment t'en es arrivé toi aussi au monstre que tu es aujourd'hui. Et voilà, bienvenue. On est là au Supercross de Paris. On va pas du tout parler du Supercross ni d'actualité parce que au moment où vous écouterez ce podcast, ça sera déjà bien passé depuis longtemps. Mais ouais, bienvenue avec nous. Ça fait plaisir de te recevoir et de pouvoir retracer ta carrière. Ouais, puis ça me fait plaisir de vous toucher déjà, donc je suis content de te toucher. Non, mais c'est un honneur ce que tu me dis vraiment, je rigole, mais c'est un honneur parce que en fait, j'arrive pas à ressentir ce que les gens retiennent, ressentent, s'ils me connaissent, je sais jamais, tu vois. Donc c'est vrai que quand j'entends des gens comme vous, ça me touche. Ouais, parce que t'es quelqu'un t'es pas ce mot, mais t'es un influenceur quand même dans le milieu de la moto. Et beaucoup de gens te connaissent. Des fois, en voyage à l'autre bout du monde, une fois on était à Madagascar, dans un hôtel, des gens qui te reconnaissent. Et bon, toi, forcément, tu les reconnais pas. Tu vois tellement de gens passer dans ton école de pilotage. Et ils se disent, mais vous êtes monsieur Nittard. Et nous, on était là, c'est pas possible. Comment la probabilité pour que des gens soient là en voyage à Madagascar, pas du tout pour la moto, pas du tout dans un contexte moto, te reconnaissent et te disent, mais je me rappelle, je suis venu chez vous avec mon fils il y a 25 ans. Ça doit te toucher aussi quand même. Beaucoup, ouais, beaucoup, mais c'est vrai que je me rends pas compte, en fait, je sais pas. Moi, je suis comme vous, quand je me dis, wow, mais pourquoi ils me connaissent ces gens et partout, aux US, je passe devant Jeff Emick qui m'arrête, il me dit, tu dis pas bonjour, et lui, presque j'ai peur, Je dis pourquoi? Il me dit, rappelle-toi, je me rappelle évidemment ce que j'ai fait avec Jeff Emick. Et je peux pas savoir que lui, il se souvienne de moi. Mais en fait, si, il y a plein de gens qui se souviennent. Et même là, tu balades dans le parc, je rencontre plein de gens qui m'ont connu il y a longtemps. Ça commence à faire longtemps que je suis dans le milieu. Et c'est toujours un plaisir. Bon, j'ai du mal à situer les années ou pourquoi je connais les gens. Mais en tout cas, ouais, c'est top. Ouais, c'est intéressant. Et l'anecdote, moi, que j'ai toujours en tête, c'est quand j'étais venu moi aussi chez toi quand j'avais 14 ans. C'était une session de moto, donc plaisir, mais rigolade à côté. Ah ouais, ça c'est rigolade avec le briefing du début, les choses qui sont un petit peu ancrées dans CrossUp, ancrées dans tout ce que tu fais encore à l'heure actuelle. On avait avant du karting où on faisait tous n'importe quoi, on avait le soir où tout le monde faisait n'importe quoi. Et en fait, c'est ces souvenirs aussi à côté moto qui restent vraiment et qui nous touchent à tous crossmen. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on se rappelle d'un passage à CrossUp, quoi. Ouais, en fait, je sais pas, mais alors c'est naturel, je réfléchis pas beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi, mais naturellement, quand j'étais pilote, je travaillais, je faisais au mieux, mais je rigolais beaucoup à côté aussi. Je pense que ma vie, elle est comme ça. Je travaille sérieusement beaucoup, mais je rigole aussi beaucoup. Donc, sûrement qu'à CrossUp, c'est ce qu'il en ressort aussi, ou dans les voyages, ou dans tout ce qu'on fait. Là, vous savez, vous, qu'on est sérieux au travail, comme vous, mais à côté du travail, ou même pendant le travail, quand on peut se le permettre, on aime bien travailler dans la bonne ambiance. Et en fait, c'est des métiers passion qu'on a, autant vous que moi. C'est des métiers passion. Et pour moi, c'est un exutoire. Parce que la vie d'après pilote, elle
c'est dur à entendre, mais pour moi, elle est plate. Hein. C'est l'électrocardiogramme qui est plat. Honnêtement, dans ma petite carrière aussi de pilote, c'était tellement intense tout ce que j'ai vécu que quand ça s'arrête, ouah, d'un coup, tu t'aperçois que... On connaît tous la dépression du sportif, tu sais, des footballeurs ou peu importe. Quand ils arrêtent, c'est dur. Moi, j'ai connu ça, et je connais encore. Hein. Oh, ou même le passage à la retraite pour même les anciens. Voilà, J'ai des gars qui ont bossé, qui ont fait une carrière dans une société, quand ils partent à la retraite, des fois, c'est très dur. Mais Ça tu se vois, je prépare. pense qu'un sportif, il a un truc encore plus Et intense. l'adrénaline, un peu. Ouais, dans notre sport. l'adrénaline, le stress du départ que tu n'as plus. Alors, on l'aime pas ce stress, mais en fait, il nous manque quand on l'a plus, tu vois. Tous ces trucs-là. Revenir de blessures, travailler pour revenir, cet acharnement qu'on a, tu vois, tout ça, ben, dans la vie normale, Ouais. Donc, du coup, ben, maintenant, dans ma vie normale, je pense que je suis comme ça. Pour le travail, pour les délires, pour tout. C'est peut-être un peu excessif, mais... Et t'es comme ça, tu dis, il y a du sérieux, tu as des valeurs. Et quand tu étais gamin, tu as été éduqué dans quel contexte, toi, pour devenir comme ça? Ah, ben moi, j'ai eu des parents parfaits. C'était des parents idéaux. Ils m'ont tout donné pour que je vive mon rêve. Mon père était pilote aussi à l'époque. Ils ont eu un magasin de moto. Donc, c'est vrai que je l'ai eu plus facile la vie que certains. Parce qu'ils avaient un gros magasin qui tournait bien. Mon père était un crossman, je dis. Donc, je j'ai jamais rien payé. J'ai jamais galéré pour avoir tout ça, tu vois. T'étais un enfant gâté, tu te considères comme ça ou c'était plus que. Je pense, oui. Ouais. Ouais, je pense. Et je pense que d'ailleurs, la moto m'a peut-être sauvé du caractère de l'enfant gâté capricieux, tu sais, parce que ça, j'ai pas été. Bon, il y en a qui sont comme ça dans la moto, hein. Ça peut arriver. Ouais, mais moi, non. Ouais. Non, moi, je m'en voulais qu'à moi. J'ai jamais balancé un casque par terre des nerfs. Non, ça, j'ai pas eu ce côté-là. Ouais. Alors, petit, j'en sais rien, mais. Mm. Mais oui, en tout cas, j'aurais pu l'être, ouais. Ma mère, je pense qu'elle m'a couvé. Ouais. Et elle le fait toujours. Oui, c'est vrai. Ce mec de 56 ans qui doit rendre des comptes où elle vous dit de Elle nous écrit, pour ceux qui ne savent pas, ta maman nous écrit des messages quand on part en voyage ensemble au Maroc, en Madagascar, elle dit surveillez-le, qu'il ne fasse pas de bêtises sur la moto, canalisez-le, c'est ouf. C'est vrai. que sur la moto. Ouais. Au cas où, non, elle dit canalisez-le. Tout court. Ah ben, en même temps, tu sais, au bout de 72 fractures, je pense qu'elle est Ouais. traumatisée. Et une maman, ça s'inquiète toute sa vie. Donc. Ouais. Non, puis ma mère, elle a vraiment, honnêtement, une course sur deux. Elle avait un coup de téléphone comme quoi j'étais à l'hôpital. Enfin, à peu près, pas une course sur deux, j'exagère, mais. Donc, c'est vrai que. Et j'ai toujours connu ma mère, et encore aujourd'hui, quand le téléphone il sonne, elle fait ça. Ouais. Même quand je suis là. Non, mais c'est ouf. Ça va. Elle lève la toi, c'est bon. Non, mais c'est son réflexe. Parce que ça. Ouais, c'est. Tu nous as parlé, hein, 72 fractures. Comment c'était 72 fractures? C'est énorme. Est-ce que à chaque fois c'était un coup dur? Est-ce que ça devient une habitude? Parce que 72 fractures, c'est quand même beaucoup. Ou voilà, comment tu le vis, toi, ça, en tant que pilote, quand tu étais pilote? Ça, c'est bizarre, je m'en fous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ouais. Bah, vous étiez avec moi les 9 dernières. Je sais pas les dernières, mais ouais, c'est les 9 dernières fractures. 9 côtes en Avant, là, on part au Maroc dans 15 jours. Non, mais voilà, ouais, 9 côtes des coups. Non, en fait, je m'en fous. Bah, tu as bien vu, hein, ce qui me dérangeait, c'est que j'allais rater des courses où je finissais rarement une saison. Donc, pour avoir un titre ou une 5e place, ben, c'est compliqué au général. Mais franchement, c'est bizarre, j'ai jamais ressenti de la peur. J'ai toujours, voilà, je râlais de rater des courses, mais mon seul désir, c'est de revenir vite, trop vite d'ailleurs, parce que ça répétait derrière. Mais par contre, me faire mal, non, je m'en foutais et je m'en fous toujours. Ouais. Ça me dérange pas. Ouais, c'est jamais cool, hein. Ouais. Mais comment dire, je préfère vivre les moments qu'on vit plutôt que de rester chez moi et pas prendre de risques et pas me faire mal. En gros, si c'était à refaire, tu referais exactement pareil. Ouais. Moins vite. Mais ouais, oui, évidemment. T'as souffert quand même, il y a de la douleur quand même, c'est dur à encaisser. Mais toi, tu l'as encaissé 72 fois et tu continues de Ça me l'encaisser. dérange pas parce que j'ai mal tous les jours. Honnêtement, je me blâme pas, mais Ouais. c'est une torture. On le sait. De marcher, de monter dans les engins, c'est une torture. Mais en fait, je m'en fous. C'est comme ça. J'ai tellement vécu un rêve et je le vis toujours à travers tout ce que je fais, ce qu'on fait ensemble, que c'est le prix à payer, tu vois, et ça ne me dérange pas de le payer. D'accord. Peut-être dans 10 ans, je te dirai différemment, mais aujourd'hui... Comment ça s'est passé au début de ta carrière quand tu as voulu faire de la moto au niveau professionnel? T'as quitté l'école jeune? Dans quelles années c'était? L'alcool, l'école. L'alcool, j'avais bu. Ouais. Non, j'ai quitté l'école... non, jeune, j'avais 18 ans, mais j'étais avec des gens de 15 ans.
Oui, non, j'ai quitté l'école jeune, oui, parce que c'était, bah, tu sais bien, quand tu as envie d'être pilote, tu penses pas à l'école, ce qui est un tort, hein, parce que ça te rapporte plus d'être bon à l'école, je pense, que d'être pilote de haut niveau. On n'est pas nombreux à sortir du lot, à gagner sa vie. Mais oui, j'ai arrêté l'école à 18 ans en ratant mon BEP. Et ben, parce que tu fais des courses le dimanche, le lundi, t'es pas à l'école, le jeudi, tu dois partir à l'élite ou des trucs comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est pas ta priorité. Ouais. C'était mon cas. Hmm. C'est une erreur, hein, mais C'était notre génération aussi. Ouais, en plus, ouais. Et puis, c'est une génération où je pense que on pouvait trouver du travail plus facilement ou créer sa boîte plus facilement. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué quand t'as pas de bagage. Si vous voulez nous soutenir, mais abonnez-vous sur les différentes plateformes, mettez des likes, partagez au maximum. Voilà ce que vous pouvez faire de mieux pour nous aider, c'est ça. Exactement. Petit commentaire aussi. commentaire. Je sais qu'on aime bien commenter Ah, à chaque vas-y. fois comme moi avec les Allez. cheveux longs. Donc voilà, désolé pour ceux qui nous écoutent dans le podcast, vous ne verrez pas cette belle crinière. Mais voilà. Donc Et voilà. commentaire, c'est Mm. bon pour l'algorithme. Et je me sacrifie pour l'équipe. Le buzz par les cheveux. Du coup, tu te lances dans une carrière moto. Malgré les blessures, tu arrives quand même à en vivre un petit peu, à toucher un petit peu d'argent à l'époque à faire de la moto. Ouais, plutôt bien. Ouais. Ouais, parce qu'à l'époque, je roulais, quand je roulais en élite, c'était de 90 à 97 à peu près. Il y avait des supercross, je me rappelle, les étés, on avait une course le vendredi soir, une course le samedi soir, une course le dimanche. Bon, des fois, il fallait faire 500 km entre les deux. Mais oui, Vous aviez le choix quand même, il y avait beaucoup de courses. ah ouais, partout. Ça, c'était bien. Et je sais pas autour de chez vous, d'ailleurs, c'est pareil, si, je sais un peu, mais autour de chez moi, dans tous les villages, je sais qu'il y avait un supercross. Ouais. Tous les petits villages à côté de chez moi, autour d'Avignon, il y avait des supercross partout. Et chez vous, il y en avait plein, en Caranville, il y avait plein de trucs, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est fini, tout ça. Hein. Mais nous, on avait le choix, et comme j'étais un peu connu, et je faisais un peu je taquais du beau whip quand même, j'étais quand même bien payé pour faire ça, ouais. Oui, ça arrivait à faire. C'était pour se projeter, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était l'équivalent de quel pilote aujourd'hui? Ouah, ça, on me pose la question, mais. Ah ouais. Mais pas en termes de niveau, mais en termes de participation à des championnats. Non, mais tu sais, en participation à des championnats, tu vois, je sais pas, ça serait sous Veras, ça serait peut-être top 5 SX Tour, j'en sais rien. Oui, top 5 à 6 tours. Ouais. Mais c'est dur à dire aujourd'hui. Oui, c'est incomparable. Bah non. Mais avec Non, ça, Vera, c'est bien meilleur que moi. Fait que moi, ouais. non, je pense pas. Mais avec ça, en fait, avec ce top 5, on va dire, SX Tour Elite, tu pouvais vivre, quoi. Si tu veux, j'ai toujours été derrière Tortelli, De Maria, Bollé, Villemin, parce que les pilotes de GP faisaient ça. Donc j'étais les premiers derrière eux. Donc c'était 5-6, tu vois, tout le temps. Mais voilà, malgré 5-6 ou même 10 à l'élite, ouais, tu faisais 2-3 000 euros par week-end. Et les week-ends où il y avait 3 supercross, tu pouvais faire 10 000. Un mec comme moi. Donc un mec comme Yves ou quoi. 10 000 euros de l'époque ou 10 000 euros équivalent non, aujourd'hui? non. Ah ouais, non, c'est c'est rien. bien. Bon, je pense qu'honnêtement, ça m'a payé ma maison, ma carrière. Ouais, cool. Ma carrière. Je vais pas dire ça parce que c'est. Si, faut le dire, c'est vrai. T'as été pilote, quoi. T'as vécu. Et... Non, mais- J'ai vécu comme un pilote de haut niveau pendant quelques années, mais grâce à mes parents. Ouais. Je ne sais pas si c'est grâce à mes résultats, tu vois. Puis à l'époque, il n'y avait pas de team de semis, tu vois, pas tout ça. J'ai connu les premières semis arrivées avec Cyril Porte. Ouais. Ouais. Non, il n'y avait pas tout ça. On se débrouillait, on était en famille avec le camion. Et si on resitue, c'est quelle période ça? Années 90, 90, ouais, j'allais dire 10, ouais. Première semi à l'élite avec le team Honda, je ne sais pas comment ça s'appelle ce team-là. Enfin, bref, ouais, c'était les années 90, je crois. 90. Et là, toujours pareil, blessure sur blessure, t'enchaînes. C'est rentré dans la normalité. Il n'y a rien. Ouais. Oui, malheureusement, c'était ça. Ouais. Dernière course, ça s'est passé comment? C'est arrivé d'un coup, t'as pris une décision sur une dernière fracture? Fémur à l'entraînement, fémur et bras. Et bon, je me suis bien broyé chez Honda, là, comment ça s'appelle? Sur voisin? Ouais, c'est plus Honda, mais. Ouais, je me suis bien broyé là et j'ai jamais pris la décision d'arrêter. En fait. Fait petit à petit. C'est que j'ai pas pu remonter. Ah oui. J'avais tellement mal, trop de blessures que tu décales, tu sais, tu te dis bon, encore 3 mois. Ce que j'avais pas l'habitude de faire, mais à un moment, tu te dis, là, j'avais décidé d'ouvrir l'école de pilotage, je sais pas, à 28 ans, parce que tu sais que tu vas pas durer longtemps. Et l'un dans l'autre, tu peux pas revenir en cross parce que tu as trop mal. Du coup, j'ai fait du supermoto. Ouais. J'ai fait 2 ans de supermoto, mais je me suis pas régalé plus que ça. Ouais, c'est quand tu vis du supercross et tout, après. Puis toi, tu as toujours cette notion des US, Ouais, puis moi, ma culture, c'est ça. sa culture US. Ça, il est O'Mara, Johnson, ce qui m'a fait rêver petit ici. Et
Supermod, j'avais besoin de compétition. Donc, tu t'es dit, je vais me faire moins mal. Les mecs sont cool, tu vois, c'était les chambons, tout ça, c'était cool. Mais ouais, en fait, c'est un peu ennuyeux, quoi. Quand t'as glissé 3 fois. D'accord. C'était l'époque où ça glissait un super mat. Ouais, ça glisse plus. Ouais, alors ça, ouais, je ferais plus. Mais non, mais en plus, j'ai eu pas mal de problèmes. Tu fais un inter à un mec, tu pousses un peu. Je poussais beaucoup. Tu étais en commission de discipline hein, avec un barbu qui comprend rien, qui va t'expliquer que. Tu dis, il y a une piste, elle fait 15 mètres de large. Les mecs, ils rentrent à droite, le virage, il tourne à gauche. C'est un peu, je peux rentrer un camion, moi, à l'intérieur. Tu vois, non, mais pourquoi? Donc tu rentres. Ben, nous, on vient du X6, tu vois. Mais non, en fait, non. Ça passe pas là. Donc, ouais, c'est pif. Le supermot, tu vois l'entourage, la nuit, ce qui se passe dans les paddocks et tout. Moi qui aime, j'adore délirer et tout, mais par contre, j'ai toujours été sérieux sur le fait de se coucher tôt, avoir une hygiène de vie correcte. Les gens ne pensent pas ça de moi, on pense que je sortais toutes les nuits, mais j'ai jamais sorti en boîte. Hein. Ouais. Normal. Mhm. Et ouais, non, le milieu m'a un peu saoulé. Mais par contre, le besoin de compétition, hein, il est toujours là de toute façon. Hein. Donc là, ce besoin, tu l'as retranscrit dans l'école de pilote. Voilà, exactement. Et là, j'ai ouvert l'école pour ça. Et alors, d'abord, mes premiers trucs, c'était pour pas que les jeunes se passent aussi mal que moi. D'accord. Et je me suis dit, voilà, je vais mes mauvaises expériences, je vais en faire bénéficier pour pas que ça arrive chez eux, tu vois. Et au-delà de ça, qu'ils deviennent meilleurs forcément dans le coaching. Ouais. C'est surtout pour pas qu'ils se blessent comme moi D'accord. que j'ai fait ça au début. Ouais. C'était le début, c'était l'élément Ouais. déclencheur. Ouais. D'accord. J'ai trop vécu de moments difficiles et autant que ça serve à des gens. Du coup, j'ai voulu faire ça pour ça. Et on pouvait à l'époque monter une école de pilotage, faire du coaching comme ça, sans diplôme, sans rien? Non, Non, c'était pas possible. Hein. non. Comment ça se J'ai passait là? passé mon diplôme avant de monter l'école. Ouais, ok. C'était comme maintenant en fin de compte? C'est pareil, maintenant il faut Ouais, pouvoir- c'était moins surveillé, moins cadré. Ouais. Il y a tellement de gens qui ont fait des stages sans diplôme, beaucoup. Hein. Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu as des règles plus difficiles, des assurances plus exigeantes, une fédé plus regardante, mieux structurée pour les écoles, ce qui est bien. Ouais. Donc, du coup, ouais, au début, c'était un peu. Ouais, tout le monde pouvait faire ça. C'était pas hyper légal, mais ça se faisait. D'accord. C'est plus pareil. Bon, toi, dans tous les cas, tu es rentré dans un Oui, cadre avec vraiment ça se trop. passait mieux avant de le faire. Ouais. C'était dur ça pour toi qui n'avais pas trop aimé l'école avant, de passer le BE? Non, parce que j'ai triché. C'était super dur de tricher. Quand ça se fait rigoler. Comment tu peux tricher au BE? On veut te savoir. Allez. Mais non, mais après, c'est facile. Ouais. Mais non, mais le BE, c'était cool. C'était des bons moments. T'es au crêpes avec. Attends, à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, il n'y avait pas de trucs comme ça. Il y a des techniques de trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, tu graves dans une règle. Tu vas la nuit sur le bureau en bois, tu graves des trucs sur le bureau en bois. Non, mais c'était pas toi, c'était les élèves d'avant qui avaient fait. Et toi, t'as eu trop de chance. Moi, j'ai triché Parce que toi, t'as eu de la chance. J'ai vu le tomber sur la la table. gravure. Et ouais. Et j'adore les gravures. C'est connu. Eh oui, c'est ça. Non, je rigole. Oui, ça s'est arrivé. Ouais. Il y en a qui l'ont fait. Ouais, On ouais. va lancer. Ouais, voilà. Et non, c'était pas dur, c'était bien. Le BE, c'était. Ça t'a apporté, au-delà du diplôme qui était obligatoire, ça t'a apporté des trucs dans tes techniques de travail? En pédagogie et tout. Le truc, c'est que je le faisais déjà. Tu sais, j'étais déjà coach. J'avais pas ouvert mon école, mais j'étais déjà coach. On avait un club, je faisais le mercredi, des trucs comme ça. J'étais un des premiers à faire ça. Donc, j'avais déjà de l'expérience. Et au DE, on a appris. Ce qui était bien, c'est le juridique. Enfin, bien. Ce qu'il fallait apprendre, c'était le juridique et tout ça. Il n'avait aucune notion. Ouais, pour travailler dans les clous, en fait, quand on organisait des stages ou des trucs. Dans les clous, c'est trop dangereux. Pardon, monsieur premier degré. Et non, mais oui, c'était intéressant, c'était cool, on rigolait bien. C'était à l'époque en plus où au Crêpes à Aix, il y avait Boniface et le team des jeunes qui avaient Sorbi, il y avait plein de monde. Et voilà, Ouais, là, ça devait envoyer là. Puis il y a Crêpes où tu as les nageuses, les danseuses, quand tu es pilote de haut niveau et elles sportives de haut niveau, on nageait, on dansait. Non, c'était vraiment des beaux souvenirs, les Crêpes. Ça a duré 2 ans. Ouais, c'était un peu. C'était où que tu l'as fait? À Aix. Ah, c'est d'accord. À Aix. Du coup, école de pilotage qui se monte, pas difficile de trouver les terrains. Si. C'est ça la difficulté en général. Et encore, cette époque-là, ça allait mieux. Ouais. Mais moi, j'ai racheté une école qui était déjà existante. J'ai eu cette opportunité. J'étais coach dans une école existante. Et c'était initiation enduro un peu. Et tu vois, ça me motivait moins que... Et un jour, le gars m'a dit, si tu veux, je vends, j'en ai marre et tout.
Et moi, j'étais pas dans l'optique d'acheter une affaire. Mais par contre, je me suis dit, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais tu vois, comptabilité, machin, je sais pas. Je sais toujours pas dire. Mais Bah là, tu rentrais vraiment dans une structure. ouais, C'était puis c'était gros parce on est à côté, ben, tu connais, à côté d'un gros camping. On a 400 hectares et tout. Donc, je me lançais pas sur un petit truc. Il fallait. Mais bon, j'ai dit, OK, allez, je tente. Je vais à la banque, j'emprunte, je fais. Avec du stress quand même, parce que tu vas emprunter 200 000 euros, tu sais pas un truc qui. 2 mois après, j'ai tous les agriculteurs qui me tombent dessus en me disant, ouais, le gars, il n'a pas payé depuis 3-4 ans, interdit de passer, interdit. Ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce que. Je m'étais pas assez renseigné, je sais rien, tu sais, tu fais confiance. Ouais, En fait, non, ouais, j'ai mis 7 ans avant d'être en règle, aux normes. Ah ouais. Et avec tous les gars du coin, arriver à prouver que j'étais pas une mauvaise personne. Parce que quand ton prédécesseur, il leur doit de l'argent, en plus tu fais de la moto, c'est un sport qui est bruyant, t'es habillé en fluo, t'es un mec bizarre en fait, t'es habillé en fluo, tu fais de la fumée, tu fais du bruit. Tu sais, l'agriculteur, des fois, il comprend pas. Donc, ben, il a fallu que je montre. En plus, c'est pas ma région de base. ouais, c'est vrai que c'est pas ouais. peut-être chez toi. C'est à 1 heure, mais tu restes un étranger. Ouais. Ouais. En Ardèche, Ouais, mais c'est petit, c'est rural quand même. c'est rural, c'est très rural. Donc, tu es un étranger et tu viens travailler sur leur terre. Ouais. Mais je comprends maintenant. Hein. C'est vrai qu'au début, j'ai pas compris. Je me suis fait presque agresser au début. J'ai dit, les gars, moi, j'ai rien fait, j'ai juste racheté une entreprise. Sauf que l'entreprise n'était pas carrée du tout. Ouais. Donc, j'ai dû montrer patte blanche, prouver que ce qui est normal, je comprends. Et moi, ça a mis 7 ans de gros stress. Et, Ah, quand même. C'est ça, c'est vrai. Puis quand tu te lances, tu as un peu peur. En plus, tu as tout ça qui arrive. Parce qu'au finalement, j'ai pas eu le droit de travailler pendant 7 ans quand même. Hein. Ah ouais, du coup, ça va pas commencer avant cette Je année. l'ai fait. Ouais. Mais c'était pas carré. Et moi, j'aime pas les trucs pas carrés, le stress de dire si je vais là, je vais me faire engueuler ou je risque ça. J'aime pas. Je fais les choses sincèrement et bien. Ouais. Et j'aurais dû le faire en mieux cadré, je sais. C'était quoi le format au début? C'était le format qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire des stages pendant toutes les vacances scolaires, à chaque fois tu Ça, des stages. Avec des bons pilotes à chaque fois. Ouais, alors au début, j'ai eu la chance, comme je t'ai dit, avant, les diplômes et tout, c'était moins. Donc, j'ai eu plein de gens qui m'ont suivi de ma génération, Michael Massio, Fred Bollet, De Maria, Tortelli, ils ont tous accepté de dire, OK, on va faire des stages avec toi. Donc, ils sont pas tous venus. En tout cas, ils étaient proposés et ils ont été vraiment cool de jouer le jeu. Et j'avais un an à l'époque quand même. Donc, ça a été assez facile d'avoir beaucoup de clients de suite. C'était quoi la clientèle? C'était du pilote de ligue, de l'initiation? Ouais, de tout. Il y avait vraiment de tout. Ouais, vraiment de tout. Je ne me suis jamais concentré sur une clientèle particulière. Ok. Parce que je donne la chance aux débutants, comme aux pilotes de bon niveau. Enfin, non, je n'ai pas de différence là-dessus. C'était quoi les formules? Des stages à la semaine, avec logement inclus, demi-pension? Et les stages de 5 jours avec logement, ouais. Ok. Et dans le format, est-ce que tu as travaillé directement sur le format dont on parlait tout à l'heure? Tu sais, briefing, arriver le mercredi, coupure parce qu'on est trop fatigué sur la semaine. À la fin, on va dire au revoir, où tout le monde a une petite de l'alarme à l'œil parce qu'on sait qu'on va devoir retourner à la vie normale. Ouais, alors j'ai du mal à me rappeler des premiers. Je pense, à ce qu'on me dit, j'ai commencé comme ça, mais forcément, c'était moins cadré, moins poussé. Et tu prends de l'expérience, hein, dans tout métier, tu prends de l'expérience. Et j'en avais déjà un peu avec mes stages du mercredi et du samedi. Ouais. Donc, je connaissais les stages. Par contre, le format d'une semaine, comme tu dis, faire gaffe à économiser le pilote, qu'il se fasse pas mal. Parce qu'encore une fois, c'était mon seul but, qu'il se fasse pas mal. Donc, il fallait pas trop pousser loin, mais quand même pousser au maximum. Après, au niveau de la discipline du soir, là j'ai beaucoup progressé parce qu'au début, le soir, j'avais moins de rigueur qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, à 9h30, t'es au lit. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de délire du soir à faire un feu de camp jusqu'à 11h. Déjà, les feux de camp, t'as plus le droit. En fait, t'as plein de trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Non, aujourd'hui, je pense qu'on est au meilleur de ce qu'on peut faire. C'est cadré et l'expérience, ça fait. J'ai monté l'école en 97. Donc, tu évolues, tu progresses chaque année, heureusement. Et je me remets en question tout le temps. Donc, tu vois, tu dis pas c'est l'acquis, on est bon, on reste comme ça. Ouais. Puis même, il parle beaucoup du briefing parce que c'est vrai que c'est exceptionnel pour nous. On a eu la chance d'assister à tes briefings.
Et c'est jamais les mêmes. En fait, tu t'adaptes à la population que tu as en face, tu vois. Et La base est la même, mais c'est vrai que la base est la même, bien sûr. Il y a des grandes lignes, mais tu vois, tu entends des choses. Si tu discutes vachement avec les gamins, tu entends des trucs. Il y a, là, j'ai entendu quelque chose. Il va peut-être falloir que j'en parle dans mon briefing. Et c'est comme ça qu'en fait, que vous ça êtes rendu perdure. compte de ça? Ouais. Ouais, on se rend compte, et on se rend compte que en fait, tu n'as pas seulement le rôle de. Tu as plusieurs rôles, plusieurs casquettes. C'est formateur, éducateur, moniteur. Tu vois, en fait, c'est le rôle Ouais, de- c'est ça, ouais. d'aider les jeunes, pas que sur la partie Non, moto. non, sur plein de choses. Et comme tu dis, le dimanche, j'accueille les gens à Transep. Je parle avec les enfants. C'est les parents qui me répondent, mais je demande qu'ils arrêtent de répondre et je veux parler aux enfants. Après, je parle aux parents et j'entends plein de choses. Et là, je dis, tiens, demain, il faudra que j'appuie là-dessus, là-dessus, là-dessus. Alors, les grandes lignes, elles y sont, mais par contre, c'est vrai que je m'adapte. Et puis, quand tu parles à 40 personnes, tu vois un peu les réactions des gens, donc tu t'adaptes à tout ça, oui. Ouais. Et ça, avec l'expérience, oui, c'est forcément de mieux en mieux. Hmm. C'est vrai que mon briefing dure 1h15, il est long. Mais par contre, pour passer une semaine ensemble où tu sois cadré, carré, que ça progresse en rigolant et sans blesser, on doit passer par là. Ouais. Et puis, comme tu sais, tu dis, j'ai aussi un rôle d'éducateur et de transmetteur de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a appris. Et il faut parler des mauvaises choses. Et les gamins, moi, le soir, ils me racontent ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans leur vie. Donc, Ils se confient beaucoup à toi. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est à la cool, tu vois. Moi, je suis leur coach, mais on est un peu potes aussi. Hmm. Et le soir, ils me racontent ce qui se passe sur la drogue à l'école, sur les Alcool, relations avec cigarette. les autres, l'alcool, cigarette, le harcèlement, tout ça. Donc, j'y suis sensible parce que j'ai parlé à des gamins qui me pleuraient dans les bras parce qu'ils ont vécu des trucs dramatiques. Tu vois, vous l'avez vécu à Mada avec moi, ça. T'as un gamin qui te confie des trucs ou Ouais, lourds. Très dur. Ouais. Et du coup, tu te sers de ça pour aider les autres, en tout cas faire au mieux et les prévenir que ça peut arriver plus facilement. Et attention que ça n'arrive pas. Quoi. Ah, on a l'impression en plus que toi, tu es comme un livre ouvert. C'est-à-dire que toi, tu parles, tu n'as pas de tabou. Tu vas parler de tout, que ce soit de tes meilleurs moments, que des moments qui étaient très très durs. Et du coup, on a l'impression que ça touche les jeunes et les jeunes ont tendance à eux aussi s'ouvrir vers toi. Donc ça, c'est un point fort et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, que beaucoup se confient et diraient des trucs qu'ils ne diraient même pas à leurs meilleurs amis. Oui. Oui, moi, en fait, j'ai des regrets dans ce que j'ai fait parfois, mais il faut que ça serve de leçon. Je m'en suis servi de leçon. Après, je m'en suis beaucoup voulu, je m'en veux toujours. Mais par contre, il faut que ça serve à d'autres personnes. Tu vois, on va parler du sujet. Ce qui m'est arrivé, c'est d'être tombé dans l'addiction à la codéine, parce que j'avais des grosses douleurs. Qui est un antidouleur, du coup. Ouais, là, douleur, hein, ça passait pas de la drogue. Je n'ai jamais été comme ça. Hein. Mais les médecins m'ont donné beaucoup c'est de la morphine, en fait. Voilà, c'est beaucoup de morphine pour la douleur. Ça fait du bien. Je suis tombé accro à ça. Et donc, c'est le même parcours qu'un drogué, qu'un alcoolique. Même si la démarche n'est pas la même, le résultat est le même. Tu finis en désintox avec des drogués, des alcooliques. Sauf que moi, c'est les médecins qui m'ont drogué quasiment, si tu veux. Et honnêtement, ça a été 10 ans de... Ça a été compliqué pendant 10 ans. Et ça, je veux que ça serve aux autres. Parce que des fois, j'ai eu à amener des gamins à l'hôpital où ils sortent avec une ordonnance de codéine, de morphine, quoi. Et tu te dis, voilà, vous prenez ça pendant un mois. Et tu dis au médecin, tu dis, mais par contre, il n'y a aucun risque d'addiction. Oh, ça va, ça va. Et là, tu as envie de dire, mais si tu savais par où je suis passé, tu dis pas aux jeunes là qu'il faut faire attention. Parce qu'au début, tu n'en prends que 2. Puis t'as mal, tu en prends 3, t'en fous. Tu sais, c'est un doliprane pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, on m'a jamais prévenu qu'on pouvait tomber accro à ça. Ouais. Donc au début, tu en prends 2, 3. Après, ton cerveau t'en réclame et t'en réclame. Tu en prends 6. Et moi, j'ai abusé, attention. Hein. Et quand tu les prends pas, si jamais tu dis, bon, vas-y, là, j'arrête, je vais T'as envie de te suicider. Ouais. C'est facile. C'est comme un drogué qui a plus sa dose. C'est la même chose. Tu as envie de te suicider. Parce que tu as mal. Tu as mal. Et moi, c'était un caillot de sang que j'avais dans la tête. Donc, tu as des douleurs de tête qui sont horribles. Donc, Ah ouais, donc ton cerveau, là, t'as dit, il faut pas couper la machine. C'est la tête. Et tu sais, comme un mal de dents. C'est un truc qui va exploser. Et tu en as marre. Donc, tu te dis, je reprends un médoc en une demi-heure. J'ai plus rien. Mais en fait, à un moment, c'est plus que tu as mal. C'est ton cerveau te dit que tu as mal pour te demander ta dose. Comme un mec qui veut fumer une cigarette, j'imagine. Tu n'as jamais envie de fumer dans la vie. Sauf que tu as besoin de ta dose de nicotine là qu'ils ont mis dedans. C'est ça, c'est pareil. Donc ton cerveau te réclame ta dose. Tu te dis, je ferai un cachet, c'est bon, ça ira mieux. Pourquoi je le ferais pas? Et là, tu tombes dedans, mais alors... Du coup, t'es tombé dans l'addiction de la codéine et tu prenais des cachets, c'était quoi, sous forme de cachet tout le temps et t'es resté sur ce médicament-là? Ouais. T'as pas basculé sur d'autres trucs ou je sais pas comment ça peut se passer, mais t'es vraiment là-dessus. N'importe quoi. Hein.
Oui, on m'a donné des fois d'autres médicaments, mais non, comme j'ai jamais eu le truc du drogué ou de l'alcoolique ou quoi, pour moi, je me cachais derrière l'excuse que c'était un médoc et que j'avais mal. Tu vois, après ça, je suis après. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est Stéphane Roncada qui raconte ça dans un podcast. On a essayé ensemble de faire Ouais. une désintox. Il est venu chez moi pendant 3 semaines ou un mois Ouais. pour s'arrêter tous les deux ensemble. Ouais. Lui, c'était la même chose. Ouais, la même molécule, la morphine aussi. Mais lui raconte qu'il a fait une tentative, hein, donc c'était, enfin, il a été sauvé par son ex-femme à l'époque et tout, donc ça montre que ce que tu dis, eh ben, on peut vraiment arriver là jusque là, quoi. J'étais aux US avec lui, elle est partie faire le réveillon, elle n'a pas voulu le faire, je crois. Ouais. Et elle a eu un doute, elle est revenue 1 heure après, il était à l'agonie, c'était pris une boîte complète. Ouais. Et ouais, je pense que si elle ne rentre pas, il passe. Ouais, donc voilà, ça c'est un exemple qui est touchant, mais c'est comme tu le disais tout à l'heure, parce que des fois on se rend pas trop compte, c'est juste des mots au final, mais là mais bon. tu peux arriver jusque là, quoi. Eh oui. Et Stéphane Roncada, quoi. Ouais. Mec sérieux, carré, un excellent pilote, gentil. Tu vois, c'est pas un drogué à la base non plus. Sauf qu'il avait tellement mal au dos qu'il prenait tout ça. Et t'arrives à vouloir en crever. Ouais. Alors que ta vie, t'es aux US, t'as de l'argent, t'as un bon boulot, t'es un ancien pilote de haut niveau, il n'y a aucune raison. Mais regarde toutes les stars, là, les chanteurs, il y en a combien qui finissent drogués tout seuls dans leur baignoire et qui meurent? Ah, c'est vrai. Alors qu'ils Ouais, ont, c'est ils ont tout pour être heureux. Et ouais, tu Voilà, peux c'est la pas- drogue, c'est notre démarche. Mais le résultat, en tout cas, c'est le même. Les 3 semaines que vous avez fait ensemble, ça vous a sorti. C'est ça qui vous a sorti de. Non, mais par contre, c'était, je pense, une impulsion. Pour Assis, dire, allez, debout. J'aime bien l'impulsion assise parce que tu sais, quand t'es vieux, c'est facile, le rack, je peux plus me relever. Donc, ouais, c'était une impulsion et il les faisait mieux que moi. Mais là, il a pas bien fait celle-là. Ouais, c'est vrai. Non. C'était. Non, mais par contre, ça prouvait quand même qu'on avait la motivation et qu'on avait compris qu'il fallait s'en sortir. Ah ouais. Et, C'est déjà une étape en fait. ben, quand dans ta tête, tu sais que T'as envie. tu as compris que c'est une drogue. Et vous étiez suivi, comment ça s'est passé concrètement ces 3 semaines? C'était 3 semaines de désintox à deux? On était suivis, mais là. Non, on n'était pas suivis. Non, Ouais. on avait juste pris la décision tout seul. Et après ça, par contre, moi, je sais que je me suis fait suivre par un addictologue de Montélimar, Ouais. qui est parce que j'ai fait un peu une overdose en fait. Si tu veux, j'avais arrêté la codéine et avec ça, on te donne un substitut qui est du Subutex ou de la méthadone, et ce qu'on donne aux drogués. Et il y a un médecin qui m'avait prescrit trop de méthadone, donc j'ai fait une overdose de méthadone et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, j'ai rencontré un addictologue, franchement, un gars humainement, mais terrible, terrible. Et c'est lui qui m'a sorti l'affaire. Lui, il m'a tout expliqué ce jour-là. Il a su te parler, quoi. Ah, lui. Non, puis il a compris que j'étais pas un drogué dans l'âme, tu vois. Que j'étais. Enfin, il a exactement compris mon problème de sportif qui a mal. Et il m'a vu comme un sportif. D'ailleurs, 6 mois après, il venait à Crossup, il a fait de la moto. C'est devenu un pote, un mec que j'adore. Ok. Et c'est pas lui qui t'avait dit non, mais attends, là, tu te considères pas comme un drogué, mais t'es pareil que lui. Oui. Ça te remet en place. Ouais, ben oui, parce que pour moi, je suis pas drogué quand j'arrive chez lui. On m'a donné trop de médoc et je suis pas bien. Oui, mais pourquoi on t'a donné trop de médoc? Voilà, enfin, lui il m'a expliqué. Ouais. Mais au moins, tu vois, je le prends dans la gueule, mais c'est vrai. Ouais. C'est la vérité. Et ce mec-là, je sais pas s'il m'a sauvé la vie, mais en tout cas, ouais, vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour lui, tu vois. T'avais vraiment aidé. Et lui, tu vois, il a craqué, il est tombé en dépression pas longtemps après. Ah ouais? Bah, pas à cause de moi. Hein. Mais gérer un service comme ça, c'est ces gens, à faire cas des gens qui ont des problèmes. Et moi, encore une fois, je suis un sportif, j'ai envie de m'en sortir. Mais tu prends un alcoolique ou un drogué, la première démarche, c'est pas de s'en sortir, c'est de retrouver une bouteille. Plus d'affaire à des gens comme ça tous les jours. Non, il y a des gens qui ont des métiers. Ouais, là c'est dur. Du coup, là, tu étais à une période où tu étais vraiment en bas. Ouais. Comment tu as fait du coup pour t'en sortir? C'est cette partie-là. Et après, comment ça s'est passé? Bah là, il m'a conseillé d'aller en psychiatrie ou maison de repos, je sais pas comment ça s'appelle. T'étais pas chez toi, quoi, là. Non, 2 mois enfermé. Je mangeais en face d'un mec tous les jours, je faisais comme ça, série de whoops, c'est pire que cela, tous les jours. À un moment, j'ai dit, mais arrête, ou alors redresse ton dos, je sais pas, si j'étais déjà coach, c'était en 2010. Je me suis dit, mais il me faisait rire ce mec. Et il faisait rire, mais il est triste. T'as mal au cœur, le mec il est dans la toile toute la journée. Ouais, des trucs, je me suis. Enfin, tu vis avec des gens bizarres, quoi. Ouais. Et le truc qui m'a fait sortir de là, c'est que le psychiatre il vient me chercher, il me dit, bon, Philippe, il faut se resociabiliser. Je dis, ben, ça tombe bien, j'ai mes terrains à refaire, il faut que je file là. Parce que j'ai un stage, tu sais, j'ai déjà. Ah ouais. Et il me dit, non, mais il faut faire une activité. Et je dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, t'es dans la chambre, t'attends.
Il me dit, vous choisissez ou macramé ou poterie. Je dis, pardon? Macramé, c'est le truc avec les fils, là, non? Je crois que c'est des clous. Si, c'est ça, c'est ça. Tu mets des fils. Et les macramés, c'est un morceau de bois où ça Pas de fait bateau des capoulé, tissus, oui. Et donc, j'ai pris la poterie, parce qu'évidemment, t'as de la terre. Ouais. Et j'arrive, je commence à faire de la poterie. Je lève les yeux, je vois un mec avec un pot. Non, mais, tu vois, Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Tu me fais faire un pot avec des mecs qui font ça? Tu peux pas, non. Mais par contre, ça a été C'était une la révélation de dire, ouais, en fait, si tu es là, c'est que tu as ta place ici. Il faut que maintenant, c'est bon, c'est fini, quoi. Je suis pas comme ces gens. Je les dénigre pas, parce que ils ont des parcours difficiles. J'étais pote avec une gamine de 16 ans, le pauvre. C'est des parcours horribles, hein, de problèmes de famille, d'inceste. Ouais, là, Je suis pas pour rien qu'ils en sont là. Donc, c'est pas dénigré, mais c'est pas mon monde. Et là, tu arrives dans un monde, tu te dis, oh, pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis là? Parce que en fait, je suis comme ça. Mais tu le sais pas. Ouais. Et là, je m'en suis sorti de suite. Mais de suite, c'est fini. Sauvé grâce à la poterie, grâce à la terre. Oui, ma poterie m'a sauvé, monsieur. Ça, c'est fou, ça. Après, le mec qui fait des oups sans moto. Ouais. Non, mais tu sais, mais dans ma tête, c'est bizarre, mais j'oublierai jamais. Ah, c'est dingue. C'est des petits détails, mais. T'as gardé tes poteries là? On peut pas les mettre en photo dans le Pas podcast? fait, je peux pas. J'ai dit au gars, non, je peux pas. Je peux pas. T'es tombé devant la machine là, chérie. Incroyable. Mais il fallait aller là, quoi. Ouais, je pense on est que, haut. ben, il faut toucher le fond pour remonter. Ouais. Et ça, pour revenir au stage, ben, ça sert à mes stagiaires. Parce que honnêtement, aujourd'hui, des gamins de 13 ans qui fument des joints, il y en a beaucoup. Beaucoup. Les parents ne le savent pas, mais début collège, il y a le joint qui tourne. Et donc ça, ben, mon rôle aussi, au-delà de coach, je ne suis pas éducateur, hein, je sais pas ce que je suis en fait, mais j'ai juste envie de les aider et que ça n'arrive pas. Et ça marche pour certains. Il y en a qui m'ont dit, j'ai reçu une lettre déjà, quand tu reçois une lettre, c'est un phénomène. Un stagiaire qui est venu il y a 20 ans, il me dit, écoute, chaque fois qu'on m'a proposé une cigarette ou un joint ou quoi, j'ai pensé à toi et j'ai pensé à ton briefing et j'ai jamais touché. Ouais, là, il fallait encadrer, elle est chez moi. Et je te dis, c'est pas pour rien. Et tu sais, moi, je m'en sers, hein, j'ai 2 filles. Et des fois, elles demandent, il y a le papa de machin qui fume et tout. Et je pense à tout ce que tu dis à tes stagiaires et c'est des discours que j'essaye de tenir à mes Alors, enfants. Olivier, comment tu vas finir? Ouais, j'ai dit ça, exactement. Et tu vas faire de la poterie? C'est vrai, quel mec qui fait des hoops. Vas-y, parle du Mais Ganus. c'est presque ça, rigole pas, c'est presque ça. Ouais, non, mais ouais, je sais pas, nous on l'a entendu, du coup, c'est pour ça, peut-être c'est ouais, touche beaucoup. Ouais, non, je sais pas. C'est insupportable, c'est-à-dire. D'accord. Bon, mais Ouais, je sais pas, non, ouais, je je vais faire de la poterie, du coup, et je vais essayer de... défoncer. Non, mais c'est important. Je pense que c'est bien ce discours-là de le garder en tête, même où on Ouais, pense ça, des gens qui ont des enfants. Là. Je pense que la quantité de personnes qui passent et sur la quantité, le nombre de personnes qui retiennent ces discours, c'est assez énorme. Comparé à l'école, tu sais, à ce que un addictologue va venir dans une classe et puis c'est pas perçu comme la personne référence. Oui, Toi, parce oui, que c'est un cours extérieur, c'est très intéressant et c'est bien de le faire. mais Mais moi, je suis le coach. toi, tu es le coach, c'est pas pareil. Donc, ils me regardent avec un œil du coach, peut-être. Bon, ils me connaissent pas d'avant, mais. Ouais, mais c'est un contexte différent aussi. C'est dans la moto, leur passion. Voilà, Coach, le exactement. confident, la personne à qui il faut Puis, faire confiance. puis, tu peux te confier à moi, tu peux me dire, ouais, il y a des jeunes qui viennent me dire, ouais, moi je fume des joints, comment je fais? Et je vais pas les engueuler, tu vois. Au contraire, je vais essayer de. Dans chaque chalet, j'ai un pack avec les livrets sur toutes les drogues, de comment on commence, quels effets ça fait. Je donne ça à chaque stagiaire. Après, ils le lisent pas, mais en tout cas, je fais mon possible. Ouais, c'est cool. T'es pas obligé de le faire, ça, en plus. Non. Pour avoir une école de pilotage, pour ton Non, business. mais c'est parce que je suis passé par là, que je connais. Tu vois, quelqu'un qui connaît pas le truc, moi avant, je me disais, putain, les drogués, ils ont qu'à arrêter, ils sont chiants, un dépressif, qu'est-ce qu'il a, le mec, il a des ronds, il est en dépression, ben, n'importe quoi. Enfin, non, quand j'ai passé par là, tu sais que c'est pas si simple, c'est une maladie. Ah, c'est une maladie, voilà. Une maladie. Donc, au début, j'ai la probable, mais ça devient une maladie. Ouais, exactement. Donc, ben, mon rôle, c'est de transmettre. En parallèle de l'école de pilotage, de tout ce dont on vient de parler, il y a CrossUp USA aussi, avec les voyages aux États-Unis. Ça, c'est pareil, ça dure. Et c'est marrant, autant les écoles de pilotage, c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont le DE, qui deviennent coach, mais qui ne le restent pas longtemps. Les voyages aux US, on en a vu fleurir partout aussi. Et toi, tu es encore là. C'est comment tu fais et d'où c'est parti justement ces premiers voyages aux US où tu as accompagné et tu as fait vivre ton rêve à d'autres personnes? En plus, tu as été le premier, si je me trompe pas. Oui. Alors, comment je fais, j'en sais rien. Mais dans tous les métiers que je fais, je ne sais pas comment je fais. Je fais au feeling. Tu vois. Alors, bien sûr, avec l'expérience, je suis organisé. Et je sais que je suis bien organisé, et que j'ai des plans A, j'ai des plans B, j'ai des connaissances, j'ai des contacts. Je pense Les plans cul, c'est- d'après le plan je cul. vais pas jusque-là. Quoique, attends.
Non, mais. Méthodique, ouais. C'est vrai que tu laisses pas trop de place au hasard. T'as Non, vu, mais on est parti ça, avec je ton pense US, par contre que c'est l'expérience qui me fait faire ça. J'ai commencé en 2001. Oui, mais quand t'as commencé, tu peux nous le raconter. T'étais stressé de ouf. Ah, mais j'étais stressé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis encore stressé, mais moins. Mais honnêtement, ça a duré au moins 15 ans de. Mais au début, tu partais avec des gens que tu connaissais. T'aurais pu te louper Oui, sur un oui, rendez-vous. voilà, exactement. T'aurais pu y J'ai arriver pris devant que le stade de des- Supercross et pas voir tes billets. Ah, merde, les gars, Ouais. désolé, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, t'étais stressé parce Non, que tu voulais que tout soit parfait. Oui, oui, oui. Alors, les galères sont arrivées. Ça s'est pas senti auprès des gens. Par contre, moi, Ouais. Tu moi vois, dans l'organisation, tu sais, on part à 7 heures de l'hôtel, mais à 4h30, je suis déjà en train de bosser, à double checker si tout est carré. Là, les billets du Supercross, tous les jours, je regarde s'ils sont dans mon appli, si ça ne s'est pas effacé. Tu vois, et alors, je suis trop prudent, mais on n'est jamais assez prudent dans les trucs comme ça. Et il m'est arrivé des trucs où si j'avais pas été triplement prudent, euh, tu te retrouves avec 20 j'aurais- un groupe de 20 ouais. personnes ben, à leur faire les magasins parce que ça n'avait pas d'activité. Quoi. Je veux pas décevoir les gens dans rien. Les gens qui me font confiance, et j'en ai beaucoup dans tout ce que je fais, je veux pas les décevoir. C'est un gros budget, les US. Et quand les gens donnent ce budget pour partir 10 jours avec moi, c'est qu'ils ont confiance en moi. Donc il faut pas que je sois déçu. Dans rien. Et je veux zéro raté. Et normalement, j'ai zéro raté. Parce que j'ai toujours plan A, plan B, plan C. Pas jusqu'au. Si, ouais, mais. Mhm. Et voilà. Mais c'est un feeling, c'est même pas. Ah, parce que c'est deux métiers différents. Un Ah, côté totalement, stage, ouais, un côté totalement. organisateur de voyage, quand même. Ouais, mais je suis devenu, je sais pas pourquoi non plus. Hein. Ben, comme vous, on est né dans la passion du Supercross, donc des US. Parce que tous les pilotes, les meilleurs pilotes du monde, c'est des Américains. Toute l'industrie, elle est là-bas. Donc moi, c'est ce qui m'a fait rêver au début. Donc je me suis dit, je vais aller aux US. Je suis parti aux US tout seul, voir. Et puis comme j'étais déjà coach et tout, j'ai dit, putain, il faut que je fasse profiter de ça à mes stagiaires. Donc au début, j'ai mené, comme tu dis, quelques clients potes, proches, pour faire le premier voyage. Et c'était extraordinaire. À l'aéroport, les gens, ils ont les larmes aux yeux de te dire au revoir et de partir de là. Je dis, ouais, en fait, encore une fois, tu fais un métier, mais tu donnes du bonheur aux gens. Et puis du coup, ben, j'ai pris d'autres personnes, et puis ça. Combien d'années en tout? Ben, j'ai commencé en 2001, ça fait 24 ans, non? T'as sauté une année avec le Covid peut-être, mais J'ai sauté personne. Hein. allez, une année. Non. Pendant le Covid, non, je sautais personne. Oui, je crois qu'il y en a eu le Covid, ouais. Mais par contre, je le faisais plusieurs fois par an. Il y a les Vegas avant la finale. Exact. Ouais, donc t'es quand même parti. Ouais, quantité de voyages et de groupes que tu as pu envoyer là-bas. Ouais, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, mais tu prenais, je sais pas, 60 personnes par an au moins. C'est ouf. Donc, voilà. Donc, ouais, et tu vois, il m'est tout arrivé avec 60 personnes par an. Bien sûr. Entre 60 et 100 personnes, il m'est tout arrivé. Du coup, maintenant, je sais. Mais moi, non, stage, ça. il y a des trucs tout comme, tu te dis, ah, il y a des trucs, des imprévus, mais la météo, ça peut te mettre. Oui, parce qu'on roule beaucoup. Ça, par contre, c'est un impondérable qu'on a du mal à gérer, mais qu'on essaie de gérer quand même. Et comme tu dis, nous, on l'a fait pendant une semaine avec toi, on a eu des conditions catastrophiques, même c'est les supercross dans la boue et tout, les pilotes galéraient à s'entraîner. C'est vrai. Nous, on se lève le matin, on devait aller, je sais pas, on devait aller peut-être à Péris. Tu me dis, bon les gars, on va un peu plus à Péris, mais comme tu l'as dit, tu t'es levé à 4h30 du matin, tu as trouvé un autre circuit entre-temps. Bon, il y a un peu plus de route, les gars, donc on va s'organiser différemment. J'ai prévu le repas. Hier, les Ouais, on avait été allé ici, ouais, c'est ça. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça, nous, en tant que clients, mais on ressent pas. Tu t'es dit, bah ouais, cool, on fait notre truc qui parce était que prévu. vous, votre job, c'est votre job, votre inscription, c'est pour acheter la tranquillité. Bien sûr. Oui, mais on sait que ça peut ne pas se passer comme ça, tu vois. Et même. Non, mais parce que nous, on est proches, mais tu prends un client lambda qui ne te connaît pas, qui paye, Hmm. le mec, il a le droit de se dire, moi, je paye, je veux la prestation. Ouais, Tu exactement. vois. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Hein. Hmm. Mais par contre, il a le droit de le faire. D'ailleurs, je sais pas si l'année où vous étiez là, mais il y avait de mauvaise météo, ça roulait nulle part, sauf à Péris, parce qu'il y avait Oui, exact. une espèce de microclimat là-bas. Les Péris étaient fermés. Eh ben, on n'a pas hésité, on a privatisé le circuit. Ouais, c'était là, c'était là. On a privatisé le circuit. Il y a eu ça. Ouais. Alors honnêtement, ça m'a coûté 5 000 $. Ouais. Mais là, je pense qu'on arrive à un sujet où je suis peut-être... j'ai un avantage sur les autres, c'est que je ne regarde pas la dépense. Ouais. Et, C'est-à-dire que sur cette année-là, sur ce groupe-là, tu étais en déficit, Mais mais parfois. Moi, j'étais en déficit. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Les gens pensent que les US, ça me fait vivre. C'est pas ça mon métier. mais Moi, c'est une passion, ça. Ouais, t'as C'est fait. une passion, tu vis des moments exceptionnels et
tu vas donner de la mémoire à des gens, c'est inoubliable. Des souvenirs inoubliables. Mais tu es prêt à même investir financièrement comme tu l'as fait là pour que ça se passe comme sur des roulettes. Mais je ne me pose même pas la question. Ouais. C'est pas un investissement, c'est Ouais. jeter l'argent. Ouais. Mais tu jettes pas l'argent puisque Ah non, bah, c'est sûr que là, tu as un entrepreneur ou même ton comptable qui t'entend parler là. c'est stupide. Ouais, il va se dire, bon là, C'est comme j'ai acheté un engin il n'y a pas longtemps, 70 000 euros. Mon comptable me dit mais pourquoi tu factures combien d'heures avec ça? Tu dégages quoi? Je dis ouais, tu dégages rien, c'est à fond perdu. Mais si j'ai pas ça, mes terrains sont pourris, je peux pas les changer. ouais. Mais c'est pareil, tu loues tes risques parce que les gens ils sont là, il faut qu'ils soient satisfaits. Mais la question, ça aurait été 10 000, j'aurais donné 10 000. Hein, tu te poses pas la question. C'était la seule solution pour faire rouler tes clients. Sinon, on roulait pas. Donc, Ouais, c'est faux. Hein. Alors c'est arrivé il y a des années où par contre il a plu de partout, tout était fermé. Je me rappelle une année, il a fallu organiser la visite de l'usine Oakley, mais tout, l'usine, la fabrication des lunettes et tout, ce qui est impossible à faire. Ben, on a réussi à le faire. Alors, c'est pas que moi, c'est avec mes contacts là-bas, mes potes ricains, hein. Mais ça fait partie du métier d'avoir les bons contacts, le bon moment. Et là, quand à 6 h du matin, tu sais que tous les terrains sont fermés, qu'il te faut caler un truc intéressant, parce que tu ne vas pas faire que du shopping, hein. Ben, tu cales la visite de l'usine Oakley de A à Z, où tu manges avec les gars d'Oakley, où tu es accueilli. Il y avait James Stewart qui nous montre le terrain de basket chez Oakley et tout, mais ça vaut une journée de roulage quasiment. Ah ouais, quand même. c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, C'est quoi les évolutions pour la suite? Parce que tu nous as parlé d'investir dans un engin à 70 000 euros. Tu vois comment, toi, l'évolution ou la suite, en tout cas, de CrossUp? pour moi, Ouais, pour toi, pour tout le reste, en fait, pour dérouler la carrière. pour être honnête, l'évolution va devenir de plus en plus compliquée. Vous savez qu'on fait un sport compliqué et ça va être compliqué d'évoluer, de faire plus gros, d'avoir plus de terrain. Ça, je pense qu'il faut oublier. On aura, je ne parle pas de CrossUp, on aura de moins en moins de terrain. La conjoncture fait que c'est pas un sport qui est, comment on dit, C'est pas dans l'air du temps. Hein. c'est pas dans l'air du temps. C'est pas à la mode. Tu vois, faire le truqué, faire mettre 1000 motos sur une plage, c'est pas dans l'air du temps. Nous, on sait que ça fait pas de mal, mais c'est pas dans l'air du temps. Donc, l'évolution, c'est de se battre pour garder ce qu'on a, déjà. Et pour moi, c'est une grosse évolution. C'est maintenir, en fait. C'est Maintenir. mon objectif. Maintenir ce qu'il y a, en faisant mieux, ben, tu vois, si j'ai acheté un engin, c'est pour refaire mes terrains, les raser, les refaire. Mais par contre, on ne peut pas dire que je vais évoluer dans une structure plus grosse. En plus, j'ai pas envie. Déjà, c'est trop ce que j'ai. Je fais beaucoup trop de choses. J'ai pas une minute à moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est mon fil de bœuf, c'est très bien. Je me plains pas. Mais faire plus, je peux pas. Maintenant, les évolutions, c'est, ben, tu vois, le Maroc. Par exemple, mon pote qui a ouvert une société là-bas, j'ai trouvé ça magique, le Maroc. Du coup, ben, j'amène des gens au Maroc 3 semaines dans l'année. C'est voyage organisé pour faire des raids en enduro, en fait, en itinérance. Mais tout ça, c'est du plaisir. C'est pas mon métier de base. Mais comme je sais organiser, comme j'ai des gens qui me font confiance, ils me suivent. Et je sais que je vais leur amener entière satisfaction en allant là-bas. Je vous ai mené ben, partout où je vais. Hein. Le Maroc, Madagascar. Je sais que c'est cool. Et du coup, ben, encore une fois, je fais profiter de ce que j'aime aux autres. Et ça marche tout le temps. Ouais. J'ai des gens qui m'ont dit, quoi que tu fasses, on essaie. Parce qu'on a confiance en toi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, écoute, le Maroc, franchement, j'ai pas envie d'y aller. L'enduro, ça me plaît pas. Moi, le premier au début, hein, C'est vrai. hein, C'est vrai. j'avais pas envie de découvrir le Maroc ni l'enduro. Ah ben nous, on t'a fait entièrement confiance. Parce que ça bien sûr. ne faisait pas du tout partie de nos projets d'aller D'accord, moi non plus. essayer de faire ça. On savait qu'on allait rigoler, passer un bon moment. Exactement. Ouais, exactement. C'est ce que mes clients me disent. Ouais. Ils me disent, on sait, si tu le fais toi, moi qui n'aime pas tout ça, si je le fais et si je le propose, c'est que c'est cool. Ouais. Et les gens qui viennent me disent, ouais, en fait, t'as raison, c'est ouf. Ouais. Moi, au début, je suis à la marche arrière là-bas. Hein. Ouais. Franchement, on aurait regretté de ne pas le faire, ça. Ouais. Quand on sait, maintenant, depuis, on le fait tous les ans. C'est C'est Seb, quand il m'a dit, l'organisateur, là, Seb, quand il m'a dit, viens et tout, j'ai dit, Seb, ton truc là, j'ai dit, par contre, je vais t'aider, je vais amener un mix réflexion, mais juste pour t'aider, je m'en fous, en fait. Sauf qu'en fait, non, c'est ouf ce qu'il fait. Ah ouais, non, Et, ça, on recommande vraiment. Parce que nous, on se le dit à chaque fois qu'on revient, bah, c'est une thérapie, en fait. Ça te fait trop de bien. Tu pars 4 jours là-bas, oui. c'est magique. Tu es dans un milieu différent. Moi, Ouais. qui ne suis pas fan, je ne connais pas l'enduro. Ouais, c'est vrai. C'est pas- je rigole quand je dis ça. Oui, non, mais bien sûr. Tu roules pas l'enduro. Quand t'aimes pas l'enduro. Mais voilà, j'allais y venir. T'aimes pas l'enduro, t'aimes pas l'enduro.
Bon, t'aimes pas l'enduro, on a compris. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais tu connais pas. Mais en fait, c'est pas l'enduro, c'est de la moto entre potes. Ouais, c'est ça. Tu vas dans les dunes, tu vas sur la plage, tu roules à 160 comme un débile sur la plage, ce qui n'existe pas ici. La liberté, C'est trop bien. tu reviens 50 Les ans gens, en ils arrière. sont gentils, ils sont tous gentils. Tu rigoles avec les serveurs, tu rigoles le soir quand tu sors. Tu fais les trucs de deg avec tes parents. Comme dans le Nord. On embrasse nos amis du Nord, d'ailleurs. Non, mais il faut les mener. Ils regretteront pas. Ouais, c'est vrai. C'est l'allusion, hein. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça fait partie de ton personnage et du coup, tu peux. Ouais, je pense que voilà, pour résumer, dans tout ce que je fais, que ce soit les US, que ce soit le Maroc, que ce soit quand on va à Mada, parce qu'à Mada, on y va pour les aider. Ouais, bien sûr. Les gens pensent que je vis grassement de Mada, des US. Non, non, non. Non, c'est non. pas- Non, Les sûr. US, j'ai. Et nous, pareil, quand on part sur un voyage comme ça, si on était resté en France à vendre nos prestations, on gagnerait plus d'argent que d'aller faire ce qu'on fait à Madagascar. Moi, c'est pareil. Ouais, ouais. Sauf que c'est des moments formidables. C'est exceptionnel. Déjà là-bas, il faut les aider. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas Ça commence à y avoir des coachs. On a fait un terrain. On a fait Pas, il y a une fédération qui s'est montée, mais bon, voilà, ils ont 50 ans de retard sur la France. Ouais, et donc, c'est pour ça que au début, je vais là-bas pour les aider. Puis c'est des clients qui viennent à Crossup. Donc c'est un échange, tu vois. Puis ça me plaît. Tout ça, ça me plaît. Ouais, C'est aller au Burkina Faso avec William. Parce que ça me plaît. Parce que là-bas, pareil, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont rien. Donc tu y vas parce que c'est cool d'apporter ça aux gens. Et puis moi, humainement, tu rencontres d'autres cultures, tu rencontres d'autres personnes. J'ai fait des soirées dans des familles musulmanes. En France, je ne connais pas trop, tu vois. Ben, j'ai appris sur la religion, j'ai appris sur les valeurs. Ben, j'étais impressionné, quoi. Ouais. Le gars qui nous fait venir là-bas, il est musulman, il est marié avec une catholique. Tu te dis, mais ça existe déjà, ça? Ouais. Mais moi, je... Ah, ça t'ouvre l'esprit culturellement, c'est sûr que t'es là, ouais, tout à fait. Mais c'est cool, c'est pour ça que c'est Les important. soirées dans le village avec les 7 mamas là, habillées en boubou, qui font le gros plat de riz, qui partagent. Mais c'est magique, ça. Ouais. C'est magique. Ouais. Et à côté de ça, tu as les US, où l'autre côté, c'est des grands hôtels, 4 étoiles. Ouais, il faut savoir apprécier chaque voyage. tout, tu fais comme vous, quoi. On se régale dans tout. Ouais. Et pour revenir à ce que disait Blaise, du coup, bon, pas forcément dans l'évolution, mais dans la suite, tu te donnes quoi, toi parce que t'as quel âge à l'heure au jour où on enregistre ce podcast? Ça m'énerve avec ça. Ben, ça se trouve, ça se trouve, on va le regarder dans 10 ans, mais t'auras toujours, du coup. J'ai le même âge. Voilà, c'est ça. Pareil, oui. J'aurais moins de plans cul, peut-être. Et dans la tête, tu auras toujours le même âge. hein, donc Ouais, d'accord. ouais, mais voilà. Ah, mais tu te vois où dans 10 ans, par exemple? Ça, c'est un vrai problème dans la tête, le même âge. Ben, vous avez remarqué dans ma tête, j'ai pas mon âge. Donc ça, c'est compliqué parce que je supporte pas de vieillir et donc je vieillis pas. Putain, regarde les dents. Et c'est mieux que quand j'avais 14 ans. Non, je vieillis pas, je veux m'amuser tous les jours, je veux travailler tous les jours parce que mon travail est un amusement pour moi. Ouais. Et Par exemple, ça te plairait pas, là, si t'avais quelqu'un, imagine t'as quelqu'un de confiance, non, dégage. qui pourrait être sur place, et toi, gérer depuis ta maison à Avignon. Tu vois, non, mais il y en a qui. Pourquoi tu me mets pas l'iPad aussi, non? Je sais pas, non, mais c'est. Non, l'iPad, non. Non, laisse-moi tranquille. Non, je veux travailler tous les jours. Tu veux travailler. Même si physiquement, tu sens que C'est dur, c'est l'enfer. c'est dur. Enfin, c'est l'enfer. Je me plains pas, encore une fois. L'enfer, c'est quand tu es en fauteuil, c'est pas moi. Mais oui, j'ai mal tous les jours. Oui, la nuit, tu dors pas parce que l'épaule, elle est mal placée. Le genou, il faut le mettre de l'autre côté. Ça, c'est la partie la plus compliquée à gérer. Mais encore une fois, je m'en fous. C'est comme ça que je vis tous les jours. Tu sais, Ouais. j'ai un handicap. Il y a beaucoup de gens qui ont l'handicap. C'est pas grave, ils font quand même. De toute façon, sinon, tu fais quoi? Tu fais rien, tu restes chez toi. Ouais. Donc non, moi j'ai pas. Ben, je parle avec mes coachs des fois, notamment Clément qui me branche souvent là-dessus. C'est Maraya. Ouais. C'est qu'à la retraite, machin, mais oublie-moi, parle pas de ça. Moi je veux mourir le jour où je ferme la clé, tu vois. Ouais, ok. Comme ta carrière moto, en gros, quand physiquement tu peux plus, t'arrêteras. Je fais encore. Ouais, tu vois que tu vas. Pour là, physiquement, je peux déjà. Non, ta carrière moto professionnelle, peut être les étagères. Je peux plus te fracasser un moment. Ouais, c'est ça. Là, tu sais que tu vas plus marcher un moment. Donc là, mais bon, travailler. Mon père est comme ça. Mon père, il a du mal à marcher et tout, mais il travaille comme un bœuf. Il va au boss. Ouais, il va au bout. Parce qu'on est des passionnés. Et encore une fois, je travaillerais à l'usine, j'aurais peut-être plus envie d'y aller, tu vois. J'aurais plus envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai jamais envie d'y aller. Mais mon travail, oui, j'ai envie d'y aller. Mais c'est dur, tu vois. Le matin, j'ouvre le business à 8h. Tout le monde se lève à 7h. Et moi, à 5h30, je suis levé pour. Il faut dérouiller, ça fait mal, tu vois. Ouais, il y a des séquelles. Ouais. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas que les gens s'en aperçoivent dans tous les métiers que je fais. Il faut que je sois en forme et souriant tout le temps. Ouais. Parce que, comme tu dis, je suis coach, je suis organisateur, je suis traceur de piste, mais je suis aussi animateur. Quand tu as 30 personnes avec toi, c'est toi qui donnes le ton du truc, ou du voyage, ou du stage, ou ce que tu veux.
C'est toi qui donnes le ton. Si tu es un mec qui fait pas de, qui a pas de délire, qui est carré, sérieux et qui rigole pas, ton voyage sera carré, sérieux, mais on va pas rigoler. Moi, je veux rigoler dans tout. Je l'en Ouais. Donc, mais ça changera pas. C'est ce qui maintient jeune après. Peut-être, ouais. Puis je suis toujours avec des jeunes, avec des gamins. J'aime pas les vieux, ça me saoule. Ouais, c'est vrai. T'as cette démarche-là. Ah, les vieux, Il faut pas qu'on vieillisse trop vite, non? Parce que Ouais. Félix va plus nous parler. c'est ça. Il va partir, quoi. Pour me rattraper en plus. Non, mais je veux dire, il y a des gens de mon âge qui ont une vie de sédentaire, qui sont comptables, ils font un repas, tu vois, l'apéro, les jeux apéro, Ouais. tout ça. Ouais, c'est pas ton truc. Les mariages et tout, Ouais. tu m'oublies et tout ça. Ouais. Non, mais vraiment, je suis associable dans la vie normale, parce que j'aime pas la vie normale. C'est vrai en plus, hein. Pour te connaître, c'est vrai que. Totalement. Ouais. Moi, tu m'amènes dans un mariage, j'ai été déjà forcé. Si. Mais si, t'es forcé. Parce que poliment, tu dois y aller. Mais si je peux me trouver dans le placard, dans le coin de la pièce, c'est là que tu me trouves. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas bien, je deviens rouge, on me parle, je suis timide. Tu peux pas jeter des assiettes et découverts normalement. Ouais, mais tu peux pas délirer comme tu fais dans notre vie, dans notre monde à nous. Tu sais, on est dans un monde parallèle, des fois, j'ai l'impression. Mais je vais y rester. Ouais. Ah, ce qui est bien avec toi, si tu veux, c'est que tu es l'une des rares personnes où, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu as envie de rester jeune dans ta tête, de faire des conneries, tu continues à rester jeune. On me le reproche parfois. Ouais, mais bah, c'est normal, tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis, plus ça va, plus je m'en fous. Alors ça, je sais pas si c'est l'âge ou pas, mais je m'en fous, vraiment. Par contre, je manque pas de respect aux gens. Comme tu as vu, j'embête personne. On fait les cons, mais par contre, sans jamais casser, pourrir des trucs ou quoi. Tu vois, mais par contre, ouais, je m'arrêterai jamais de m'amuser comme ça. Pour revenir rapidement sur le concept, le fonctionnement, parce qu'on a l'impression là depuis le début du podcast qu'il n'y a que toi, mais c'est quand même un gros staff. Il y a des mécanos, il y a des coachs, voilà, et il y a la famille aussi. Il y a toujours eu Audrey et Eliane qui t'ont accompagné et qui bossent beaucoup, et tes parents aussi encore. Non, et la mère Audrey, non, il y a du monde derrière. Et heureusement, en fait, c'est pas un truc que tu peux faire tout seul, ça. Hein. Et ouais, non, sûr. Alors, c'est vrai qu'à la base, c'est mon métier à moi, c'est ma passion, c'est mon diplôme, j'ai ouvert mon école, mais tu peux pas faire ça tout seul. Et c'est un investissement de tout le monde, total de tout le monde. Et si la famille m'avait pas suivi, c'est des trucs que j'aurais pas pu faire de toute façon. Ouais, Ça, c'est clair. Bon, non, je les remercie plus que jamais parce que sans eux, c'était pas possible. Ou alors tu fais stage le mercredi, le samedi, mais toute l'inertie qu'il y a, c'est trop gros en fait, Crossam, maintenant. Enfin, c'est devenu vite trop gros. Ouais. Et en fait, je me suis fait déborder sans comprendre pourquoi. Hein. Au début, tu veux pas acheter une moto, tu te retrouves avec 40 motos, tu te retrouves avec des quads, quoi. Ouais. C'était, pardon, mais Et ouais, c'est fou. Hein. truc qui, Ouais. tu vois, Oui, tu te retrouves avec 30 quads, 40 motos. Moi, je sais pas changer un filtre. Hein. Enfin, j'exagère, mais donc là, il y a mon père accaparé qui fait tout. Après, j'ai forcément des mécanos qui travaillent avec moi. Ce qui est bien, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont là depuis 8-10 ans. Ouais. Et alors déjà, c'est une preuve que ça leur plaît. Et puis, on devient tous potes. À part Sniff qui est mort, le mécano. Ah, il est mort, Sniff. Pourquoi vous rigolez? Ça fait rire tout le monde. Sniff, t'es désolé, mais il y a ça qui est encore. Je dis que t'es mort. Ouais. Explique pour ceux qui ne comprennent pas, Nico, parce que. Il est mort, Sniff, c'est son mécano. Du coup, c'est ton mécano depuis. Et à chaque fois, Olivier fait croire qu'il est mort. Du coup, les gens sont trop touchés. Alors déjà, je fais croire. Est-ce qu'il demande en fait les gens à chaque fois qu'ils doivent Ah, Olivier, ça fait longtemps que je suis pas venu à la console. Et Sniff, comment il va? Ah, non, Sniff, il est mort. Et là, du coup, tout le monde se dit D'ailleurs, j'ai eu un message, je crois qu'il est vraiment mort. Mais peut-être que quand vous allez écouter ce podcast, Sniff sera mort. Donc, paix à son âme. Paix à son âme. Je sais pas, moi. Non, mais oui, voilà, tu vois, de tout ça, c'est des gars avec qui on est potes bon, parce qu'il est mort, j'ai plus de relation. Non, mais voilà, autant les coachs que les mécanos, que ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils sont là, parce que j'estime que c'est une bonne équipe, donc je les garde. Et puis, on travaille entre amis, et ça, c'est une chance mais monumentale de travailler entre amis, comme nous deux. Hein. C'est rare, et c'est dur, des fois, parce que de ne pas mêler l'amitié, C'est ça qui est l'argent. Ouais. Pour nous, non. Il n'y a pas eu cette histoire de management? Parce qu'une entreprise de ta taille, normalement, tu as un management, tu dois gérer tes équipes et tout, non? Ça, c'est pareil, j'ai compris rien, moi, tout ça. Ouais. Mais j'ai pas besoin. C'est Ça, naturellement. Tu vois, je pense que je suis un mauvais patron. Et ça, mon père me l'a déjà dit, parce que lui, c'était un bon patron. Il a eu un magasin de moto pendant longtemps. Pierre Amine Moto, c'était vraiment connu. C'est quoi que t'appelles bon patron? Ou mauvais patron, du coup? Celui qui gère les finances, l'humain, c'est quoi? T'es un mauvais patron financièrement, tu veux dire? Ou c'est... Tout. Ah, ouais. Je pense que je sais rien faire. Ouais, après, Non, mais c'est vrai. c'est dur avec toi-même, peut-être un peu. Ouais. Ouais,
Ouais, mais bon, il faut être réaliste. Ouais. On m'a jamais appris à être patron, enfin, vous non plus. Mhm. Je ne suis pas instruit de l'école, je suis juste passionné. Ouais. Et j'ai ma personnalité. Alors, j'ai peut-être la chance d'être jovial, on rigole bien, on passe des bons moments, donc les gens y restent, tu vois. Et enfin, sûrement d'ailleurs, parce qu'on passe des bons moments. Mais par contre, il y a des fois où il y a eu des soucis et tout, j'ai du mal à. Je suis incapable de mettre quelqu'un dehors. Je ne saurais pas faire ça humainement. Bon, à moins qu'ils te mettent un vrai couteau dans le dos, mais quand il faut faire une remontrance à quelqu'un, je ne sais pas comment faire. Je suis mal à l'aise, tu vois. Financièrement, je m'en fous en fait. Mhm. Je fais tout au feeling. Il faut de l'argent parce qu'il faut que. Tu vois, je me suis acheté un engin, comme je te dis, ça vaut 70 000 euros. Il faut de l'argent. Mais par contre, je cours pas après les trucs pour faire de l'argent. Ouais. On en parlait avec Sébastien Sago hier, qui fait du très bon travail, je pense, qui est un gars qui est sérieux, qui est carré. De toute façon, ça fait presque autant de temps que moi qu'il est dans le métier. Très reconnu dans le Voilà. milieu. Ouais, bien sûr. Reconnu, il a beaucoup de stagiaires, on a beaucoup de stagiaires en commun. On se les échange, parce qu'on est échangistes, donc on se sont les stagiaires. Ça. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et hier, on en parlait. J'ai dit, tu as l'air de faire. Je ne connais pas son travail, hein, Ouais. mais j'ai dit, tu as l'air de faire du bon boulot. En tout cas, si les gens continuent à aller chez toi depuis 25 ans, c'est que tu fais du bon boulot quelque part. Et il m'a dit pareil. Il m'a dit, ouais, les gens pensent que je fais de l'argent et tout. Il m'a dit, mais l'argent, c'est une conséquence de ce qu'on fait. C'est vrai. Tu fais pas ça. Moi, j'achète l'engin, je mets 250 € par jour de fuel en ce moment pour transformer les terrains. Je perds de l'argent, clairement. Mais la conséquence, c'est que je vais gagner des stagiaires. Donc, tu réfléchis pas à. Ouais, c'est sûr. Je réfléchis pas, j'ai acheté l'engin, il me le faut. Tous les jours, je dépense du gazole, il le faut. Là, le comptable se dit, oh, arrête, c'est n'importe quoi. Mais non, mon feeling, c'est de faire ça. Et maintenant, je commence à avoir confiance en mon feeling. Pas en moi, hein, mais mon feeling, Ouais. mon expérience et mon travail, ouais, et je pense que j'ai su faire les bonnes choses au bon moment. Quand il fallait rebondir, on a rebondi plusieurs fois. Cambriolage en 2017, on a tout perdu. On est reparti de zéro. Les motos, du coup. Ouais. On t'a volé. Fait 80 000 € de moto pas assurée pour le vol, moto de cross. Donc 80 000 € qui, en petite entreprise, a 80 000 € sur son compte, personne. On n'est pas nombreux, à part vous, je veux dire. On n'est pas nombreux. Vous avez Elon Musk avec vous, là, qui. Oui, on connaît des gens riches, c'est bon ça. Covid, on a perdu une grosse partie de la saison. Nous, une saison, ça peut nous faire couler une entreprise, une mauvaise saison. Une très mauvaise saison, ça peut être un fou. Et puis là, acheter un Trax, ben c'est pareil, c'est comme un cambriolage, 70 000 €. Donc chaque fois, je repars de zéro, honnêtement, je repars de zéro, hein, parce que j'ai pas la trésorerie pour. Hein. Ouais, c'est tendu. Ouais. Mais tu repars pour mieux rebondir. Parce que si tu fais pas ça, tu progresses pas. Quand tu progresses pas, tu régresses. C'est comme un sportif de haut niveau, ça. Tu progresses pas, tu régresses, tu stagnes et ça devient mourant. C'est comme ma structure. Si tu mets pas des nouvelles clims, si tu fais pas des nouveaux chalets, si tu mets pas la Wi-Fi pour les gens, si tu fais pas mieux. Ouais, des nouvelles activités aussi. Tu as l'acrobranche actuellement. Il y a Voilà, le paintball. Ouais. Ça, c'est bon jouer, le paintball. Ah oui, oui. Ça, c'est un bon délire. Mais ça fait aussi que cross-up et cross-up. Ouais, bien sûr. Une anecdote, un moniteur, Enzo Fouillaro, le réunionnais là, il faisait que des conneries, mais des conneries rigolotes, gentilles. Il était à table, il mange, torse nu, j'arrive à 20 cm de lui avec un gun de pétrole, j'y ai rafalé le ventre. Voilà comment je blâme un employé qui a fait une erreur. Je le convoque pas au bureau, tu vois. Mais c'est ouf, parce qu'il a mal, il a payé son erreur. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Et lui, pareil, tu lui poses la question, il va te dire, mais je regrette pas. Lui, il veut pas être convoqué par un RH dans le bureau. Ouais, bien sûr. Hein, il veut qu'il tire dessus. Là, mais tous ceux qui sont là, c'est pareil. C'est Voilà, c'est 100%. j'arrête pas le c'est l'anecdote, mais c'est que des moments comme ça. Il y a un passage moi, sur lequel je voulais revenir, parce que tu es connu pour le milieu de la moto, mais tu as été connu aussi parce que tu es passé à la Dans télé. le X. Ah non, dans le X aussi, mais ça se peut. Non, parce que tu es passé à la télé justement parce que tu as aidé une dame qui s'était fait squatter un logement. Et ça, c'est là où on retrouve ton aspect humain aussi, parce qu'il y a le délire, il y a l'aspect humain. Tu peux nous parler un peu de cet épisode rapide? Ça me gêne de parler de ça. Ouais, mais c'est Mais bon, c'est important. c'est important et intéressant, je trouve. Ouais. En fait, j'ai vu sur France 2, Élise Lucet, là. Ouais, je crois que c'est envoyé spécial, je crois. Tu regardes pour ça, toi. Je regarde. Membre d'entrée, c'est la chaîne d'en face. D'accord. C'est membre d'entrée, tu viens de regarder. T'as trouvé une meuf d'ailleurs, j'ai vu. C'est bien, t'es toujours avec. Mais si, j'ai voulu Didier comme ça, je lui ai dit. Didier, c'est pas toi, Didier, avec ton accent? Je suis sûr que c'est toi. Putain, mais qui est con celui-là? Mais il est con, celui-là, Boudiou. C'est toi, c'est toi? Bon, bref. Oui, il y a. Pourquoi je dis ça?
Parce que tu as regardé la télé, tu as vu un reportage. Oui, j'ai vu le reportage et j'ai vu qu'à une demi-heure de chez moi, il y avait une grand-mère qui revenait de. Elle a une personne de sa famille, c'est sa nièce qui était en Guyane. Elle était partie 2 ans en Guyane. Elle revient, il y a un squatter chez elle. Elle dormait dans sa voiture, devant le portail, et le gars la laissait pas rentrer, ni pour récupérer ses affaires. Qu'elle avait les affaires d'été en Guyane, et c'était en novembre à Rochefort-du-Gard. Ouah, et les voisins, personne ne fait rien. Je comprends pas l'injustice. Et là, l'injustice, elle est totale. Donc, j'ai réussi à trouver. Il y avait des forces de l'ordre, personne ne pouvait rien faire en fait. Personne ne fait rien. Des forces de l'ordre. Parce que légalement, en fait, ils peuvent rien faire. Ah non, mais le mec, il peut rester 2 ans, même plus. Donc, trêve hivernale, cassos, la barbe comme ça, avec des animaux dedans. Tu sais pas si c'est le zoo de la Barbin. Fait pourri, tu vois, un zadiste qui squattait une belle maison. Et la justice, ben, il faut attendre. Ouais, il pouvait rester au moins 2 ans sans être embêté. Donc, j'ai réussi à avoir le contact de la nièce. Je l'appelle, je dis écoute, si tu veux, je ne savais pas l'endroit, mais je dis en un week-end, on règle ça. Je sais que derrière moi, j'ai plein de gens. T'en avais parlé à personne? Non. Non, mais je sais. T'étais convaincu? Je sais. J'avais déjà mon idée sur qui. J'ai un pote qui est 3 fois champion du monde de boxe. J'ai un pote qui entraîne des équipes de rugby. Je sais que c'est des gens de valeur dans le sport, encore une fois. Hein, parce que je connais que le sport. C'est des gens de valeur que je les appelle, ils sont là pour les trucs comme ça. Et j'ai dit à la nièce, écoute, en un week-end, je peux régler le problème. Sans prétention, hein. Mais on arrive, on le dégage. Mon projet, c'était de le prendre, de le mettre à poil, le mettre dans le pick-up, le mettre dans le Larzac et lâcher régulier où il veut. Non, mais vraiment. C'est le projet, ouais. C'est le projet de base. Ouais. Et j'arrive avec le pick-up pour l'emporter, le gars. Et du coup, j'en parle sur les réseaux. Je dis, voilà, écoute, opération dimanche matin. D'ailleurs, je crois que c'était en plein Covid. Oui, en plein Covid, interdit de sortir et tout. Ouais. Donc, on s'est retrouvés à une trentaine dans la maison, là-bas. Mais l'élan qu'il y a eu là derrière, c'était ouf. Et ça, c'était beaucoup d'émotions parce que, ok, j'ai mis l'impulsion, mais encore une fois, c'est une équipe qui a fait ça. Et assise l'impulsion. Une fois de plus. Et donc, on arrive là-bas, je vois la grand-mère, elle me dit, ouais, j'ai froid, j'ai pas de veste et tout. Je dis, mais comment on peut faire ça, quoi? Je dis, ben, on va rentrer, on va récupérer les vestes. Elle me dit, non, on ne peut pas, parce que ça passe au tribunal dans une semaine, machin. Je dis, mais on ne peut pas rien faire non plus. Donc, on était 30 autour de la maison et tout, on se regardait. Je dis, putain, je peux pas. Et à un moment, il y a une baie vitrée qui tombe toute seule. On passait, la baie vitrée est tombée. Ça, c'est fou, des fois. Ah ouais. Donc, c'était ouvert. Ouais. On n'a pas ouvert, hein, c'est interdit. Comme tu as squatté le squatter. Interdit. Donc, on est rentré parce que moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Ah oui. Tu vois? Non, moi, je savais pas. Donc, on est rentré. Écoute-moi, je dorme devant l'homme de Cro-Magnon. Non, mais presque, ça fait peur, tu sais, parce que tu rentres, il fait nuit, tu sais pas sur quoi tu tombes. Ouais, t'es chez lui, un fusil et tout. T'es chez lui. Ouais, voilà. C'est dur à dire, mais t'es chez lui. Ouais. Et bon, bien sûr, il nous filme, tu sais, avec son téléphone. Là. Ah oui? Ah ouais, ben oui, il fallait des preuves comme quoi on est rentré. J'écoute ton téléphone, pose-le parce que tu vas le. Mais tu rentres vraiment avec une haine, t'as envie de le tuer. Mais tu peux pas. Ouais, bien sûr. Le tuer. Tu veux pas. Là, il n'y a pas de violence. Tu peux pas. Pas de violence possible. Non. Pourtant, crois-moi qu'il n'y a que ça qui te vient à l'esprit. Ah, c'est dur là. Ah oui, c'est dur. Et on rentre, on était, je sais pas, une dizaine dans la maison. J'écoute, tu sais très bien qu'on ne peut rien te faire. Je dis, pour le moment, on ne va rien te faire. En tout cas, moi, je ne vais rien te faire. Mes potes, je ne sais pas. Je dis, parce que maintenant, la vie, devant la caméra, je m'en fous. Hein. Je dis, maintenant, la vie pour toi, ça va être un enfer. Si tu restes là, ça va être un enfer. Et on s'était déjà organisé, on faisait des nuits de garde, des tours de garde pour y mettre la misère. On ne l'a pas fait. D'accord? Et j'ai dit, par contre, là, maintenant, on récupère les vestes de la dame, le truc. Il n'y a aucune raison que tu ne laisses pas récupérer les vestes. Donc, on a récupéré les affaires de la dame. Il était collé au mur, il ne pouvait pas bouger. Mais on n'a rien fait, ouais. Il s'est collé tout seul. Ouais, ça arrive des fois. Et on a récupéré les vestes, on a donné à la dame. Et à partir de là, on s'est organisé pour que lui-même s'en aille. Incroyable. Ouais. Du coup, c'est. Ouais. Donc, on a fait les trucs. Bon, maintenant, l'histoire est finie. Oui. Mais ouais, on a fait la misère. Par contre, l'avocate, elle m'a dit, moi-même, je risquais 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Ce que j'ai fait. Ouais, donc pour aider quelqu'un, en fait. C'est ouf, hein? Ouais. Mais j'ai dit, et l'avocate, elle m'a dit, si tu continues, c'est ce que tu risques. Je dis, ben ok, je prends le risque, je m'en fous. Parce qu'ils ne me mettront pas en prison, clairement. J'espère qu'ils ont autre chose à faire quand même. Ouais, t'aurais pu payer. Je ne peux pas imaginer, en tout cas, qu'ils me mettent en prison. Ouais. Mais par contre, j'aurais pu payer beaucoup. Mais là, encore une fois, je savais que si ça m'arrivait, il y avait des gens derrière.
Toi, demain, tu fais un canyon de en expliquant le truc, ouais, j'aurais gagné de l'argent. Non, mais heureusement, j'espère qu'on suis peut sûr. encore compter sur l'humanité sur des trucs comme ça. Je suis sûr. En expliquant le contexte et tout. J'espère ne pas me tromper, mais je suis sûr. Ouais. Donc, je dis, ben, tant pis. Je vous garantis que ce gars-là, il va pas rester 2 semaines. Je vais vous tromper, il est resté 3 semaines. Mais Vous avez dû cogiter quand même là. C'est-à-dire, on n'a pas cogité, on a coupé des fils, on a cassé la chaudière, on a cassé des vitres, on n'a pas cogité. Ah ouais. Non, non. La vie était un enfer pour lui. J'avais dit, ta vie sera un enfer. Enfin, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Ouais, c'est pas non, mes potes. Je connais pas les gens qui ont fait ça. Ouais, c'est des gens qui. La vie est devenue un enfer. J'ai dit à la grand-mère, je dis, il vaut mieux qu'on fasse quelques frais sur la maison. En plus, dans l'équipe, j'avais des gens qui allaient réparer gratuitement tout ça. Ils ont refait des gouttières, ils ont refait des vitres, ils ont changé la cuisine, ils ont fait plein de choses gratuitement. Et on a fait des travaux pendant 1 mois dans cette maison parce qu'elle était abandonnée. Il y a eu au moins 10 000 euros de frais d'élagage, de jardinage qu'on a toute l'équipe a fait. Mais c'était génial. Il avait abîmé le mec la maison. Ouais, ruiné, pourri. Ah ouais, en plus, les mecs, ils squattent, ils cassent tout ça, je comprends pas. J'ai dit au gars, je dis, non seulement tu restes gratuit, mais tu pourris tout. Mais en fait, c'est des pourris. C'est des pourris dans leur âme, donc tu pourris le reste, tu vois. Et puis, ils sont énervés contre des gens qui ont des biens, alors qu'eux, ils n'en ont pas. Ils réfléchissent pas plus loin que ça, tu vois. C'est comme ça. Et à un moment, j'étais à l'étage, je sortais de la réunion avec l'avocate, et je regardais tous les gens qui étaient avec moi bosser, couper des arbres, couper des branches, sortir. On a sorti des camions et des camions de merde du truc. Et là, franchement, j'avais les larmes aux yeux de voir tous ces gens qui étaient là, que du milieu de la moto, hein, et des proches de tout ça. Et j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, putain, il y a encore, tu vois, des valeurs dans notre métier, dans notre sport. Et quand il y a des galères, ben, ils sont là, quoi. Ben, ça rassure un peu sur l'humain quand même. La vie est dure aujourd'hui. Hein. Ouais. Et ça rassure sur l'humain. Et quand le jour où le gars a décidé de partir, il y a le député qui est venu le chercher. Parce que bon, il fallait payer son train, le coiffeur, pas les lagueurs, mais les barbiers. Et là, c'était des lagueurs qu'il fallait. Il a fallu tout y payer pour qu'il trouve un autre logement. Ah non, mais le gars, Ah ouais, carrément. il est Putain, il parle. C'est fou. par contre, nous, il y avait, je sais pas, 40 ou 50 000 euros de frais à la maison à faire. Nous, on a tout ça à faire. Enfin, la grand-mère. Mais bon, du coup, elle comptait sur nous, ce qui est normal. Et nous, on s'est occupé de tout ça. Mais le gars, par contre, il est venu, il est parti en DS7 noir avec le député qui était très bien, qui nous a bien aidé parce que lui, il nous a permis de le faire partir légalement. Il est parti dans la voiture du député, tu vois. Donc, on n'a pas eu de problème judiciaire, je pense, grâce au député. Mais avant ça, si on ne vient pas, personne ne le sort. Personne, ces gars-là. La grand-mère, elle leur dort pendant 2 ans, elle s'appelle Yo. C'est inacceptable, d'accord. Mais pourquoi les voisins, ils s'y mettent pas tous Pourquoi on ne fait pas tout ça dans notre voisinage? Ouais. Je sais pas. Pourquoi la loi est comme ça aussi? C'est vrai que. Ouais, mais après aussi, il faut des gens qui ont un peu des couilles pour aller au-devant de ça. bien sûr. C'est un risque gros. Les filles qui sont passées, ils me disent, monsieur, c'est confinement, vous êtes 30. Je dis, non, on n'est pas 30, on est plusieurs équipes de 3. Je crois qu'on peut sortir qu'à 3. Ah oui. Je dis, on est plein d'équipes de 3, on n'est pas 30. Alors le gendarme me dit, ouais, c'est vrai, ouais. Mais je dis, oui, c'est vrai. Je dis, on est 3, eux, ils sont 3, eux, ils sont 3. Et maintenant, on se retrouve au même endroit. Je suis... Voilà, c'était une période un peu. Ça c'était. Alors, le gendarme, il a compris, hein. Ouais. Il m'a dit, par contre, n'embêtez pas trop le locataire. Je dis, non, vous inquiétez pas, on n'y fera rien. Il en prend soin. Ouais. T'es resté en contact avec la dame? Oui, un moment, un moment, ouais, non, ça va. Voilà, c'est vrai que j'ai plus de contact parce que, tu me connais, je suis pas du genre à appeler tous les jours, mais j'y pense par contre très souvent. Je l'ai invité à Noël à la maison, c'est une dame qui est toute seule. Donc, Noël à la maison et tout. Mais maintenant, sa nièce est revenue de Guyane, elle habite avec. Donc maintenant, elle a repris une vie normale. Ok. Donc moi, Ouais, ça fait ton je sors du truc, ouais, je sors du truc. Mais humainement, une dame très intéressante parce qu'en détresse, gros caractère de chien même, tu vois. Ce qui était intéressant, j'ai bien aimé. Je suis attaché à la personne. Une grand-mère qui en avait, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, une grand-mère. Oui, qui peut pas faire grand chose, même si elle a beaucoup Et de sa caractère. nièce, qui peut rien faire non Ouais. plus, qui a une gamine qui est toute seule. Donc c'est là qu'il faut qu'on apparaisse. C'est dans les moments comme ça qu'il faut qu'on apparaisse. Et encore une fois, dans mon rôle de coach, d'éducateur, de donner du bien aux gens, ben c'est pareil, c'est ça. C'est aider les gens quand on peut. Ouais. Moi, on m'a beaucoup aidé dans ma vie, ben maintenant, il faut aider les autres. Je pense. Hein. Merci, on peut même terminer sur ça, non? C'est beau. Comme ça, avec une petite musique, on mettra. On va mettre une petite musique là. La gagne, il va faire ça, là, truc, et ça va pleurer là. C'est ça, là. Ça va pleurer. Ça a tous la goutte. Dites-nous.
L'alarme. Dites-nous en commentaire si vous avez versé la goutte, comme dit Olivier, ça nous fera plaisir. Et en tout cas, non, franchement, merci beaucoup. Tu as pris du temps. On sait que tu es beaucoup pris. Tu as enchaîné les interviews aujourd'hui parce que là aussi, tu offres un voyage aux jeunes pilotes de la catégorie 125. Ah ouais, on va parler de ça, mais moi, c'est Et ouais, ça. ouais, tu le fais. C'est la deuxième fois que tu le fais. Donc, c'est cool. Ouais, franchement, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et Tu imagines bien que c'est un bon moment pour moi. Déjà, c'est vous. Tu vois, j'aurais pas fait Pierre Paget, par exemple. ouais, je rigole, les mix de Cannes, les motos verts, tout ça. Tu les détestes. Non, mais tu les surtout gérer. Pierrick, j'ai une relation différente avec lui, il comprendra. Pierrick, un saut, photo. Ouais, non, bah, avec vous, vous savez très bien que je vous suivrai toujours, parce que ben, on est amis maintenant. Non? Bon, Non. il me semble. Non, il me semblait. Ouais. Enfin, avec Blaise. Et comme tu as dit, notre business, il marche bien avec Blaise, mais on n'est pas du tout amis en fait. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. Tu me mets des auditeurs, moi je lui dis, il m'a encore dit. Faut arrêter, faut couper, il va nous reparler de l'amour et dans le pré, tout le bordel. Mais oui, mais parce qu'on dirait que vous venez là-bas. Putain, vos femmes, elles sont. Normal. Ouais. Enfin, on va voir ça. Oui, c'est vrai. Je me dis, la vie normale me dérange. Si aux femmes sont normales, ça va être plat. Oui, c'est ça. J'espère, parce qu'on part au Maroc avec la femme. On a un projet. Bon, je fais des randos moto, mais maintenant, il y a les SSV. Ouais, Et du coup, exactement. vous amenez vos femmes pour conduire les SSV. Exactement. Et du coup, quand la vidéo va sortir, le voyage se sera déjà passé. Ah, du coup, on aura tissé des liens avec vos femmes. Alors, quand la vidéo va sortir, mais ça se voit, on sera plus du tout en contact. Il y aura des Et trucs si, comme on ça. aura des contacts Ça va. profonds. Cette vidéo sera un souvenir, Blaise. Et Non, mais on va approfondir nos relations. on pourra jamais arrêter. Non, on pourra jamais arrêter cette émission. Et à partir de là, on n'arrêtera plus, parce que quand elles vont tango, c'est garanti C'est la matrice qui va arrêter le podcast. C'est ça. qu'elles vont découvrir une nouvelle vie. On se retrouve prochainement sur toutes les Attendez, plateformes. attendez, par- Amazon Podcast, Deezer, partout où vous voulez. Écoutez-nous, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, mais on n'en peut plus, on est mort de rire. Il veut pas partir, il veut pas nous lâcher, il veut pas. Je veux pas vous lâcher. Merci Olivier, on arrête tout. À la prochaine, merci de nous suivre. Abonnez-vous, partagez. Ciao.